took Holly. It's the season to be jolly. Don't we now a gay apparel? Eh bien, bonjour à tous. Comme vous le voyez, Noël approche, mais il ne faut pas oublier nos obligations scolaires. Et aujourd'hui, un peu d'anatomie. Nous allons nous intéresser tout particulièrement au tissu épithélial. Vous vous souvenez, je suppose, qu'un tissu est un ensemble de cellules semblables qui sont unies pour remplir une grande fonction. Dans le corps, on remarque 4 types de tissus différents. Le tissu épithélial, celui que nous étudierons aujourd'hui, est un tissu formé de cellules semblables collées les unes aux autres, tandis que dans le tissu conjonctif, les cellules sont séparées par une substance qui peut être solide ou liquide. Dans le tissu nerveux, les cellules sont capables d'émettre des signaux électriques pour communiquer entre elles. Ces cellules, vous les connaissez, ce sont des neurones. Et enfin, dans le dernier tissu que l'on abordera, c'est le tissu musculaire. Dans le tissu musculaire, les cellules sont capables de se contracter pour donner un mouvement à notre squelette. Mais la star du jour, ce sont les tissus épithéliaux. Il existe 2 grands types de tissus épithéliaux. Le tissu épithélial de revêtement, qui va recouvrir, comme son nom l'indique, et le tissu épithélial glandulaire, qui va former des glandes, comme son nom l'indique. Alors, intéressons-nous d'abord à l'épithélium de revêtement. Épithélium, c'est un moyen plus rapide de dire tissu épithélial. Donc, l'épithélium de revêtement se retrouve partout où notre corps a besoin d'être protégé du monde extérieur. Ainsi, sur notre peau, la partie extérieure appelée épiderme est formée d'un épithélium de revêtement. Mais toutes les parties intérieures qui sont aussi en contact avec les poussières et les microbes sont recouvertes d'épithélium de revêtement, comme dans la bouche, le pharynx, l'œsophage, les poumons, les intestins, les voies génitales. Partout où la poussière peut entrer, un épithélium vous protège. Alors, les épithéliums de revêtement doivent évidemment pouvoir se régénérer assez rapidement en cas de blessure ou en cas d'attaque. C'est pourquoi leurs cellules se renouvellent par mitose assez régulièrement. Dans le cas de l'épiderme, il faut 28 jours pour que toutes les cellules soient changées. Autrement dit, la peau que vous caressez aujourd'hui n'est pas la même que celle que vous caressiez il y a 28 jours. Voilà, je pense que nous pouvons compléter le début de notre cours. Donc, le tissu épithélial est formé de cellules serrées. Il existe l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. Petit a, l'épithélium de revêtement se retrouve dans l'épiderme et se prolonge par les muqueuses. Muqueuse buccale, anale, nasale, vaginale. Comme d'habitude, vous vous doutez que si j'écris, vous devez écrire aussi sur vos feuilles. Alors, l'épithélium de revêtement sert à recouvrir la surface du corps ou les cavités internes. Un épithélium se renouvelle complètement en quelques jours. La durée du renouvellement est d'environ 28 jours pour l'épiderme. Ce renouvellement continu se fait par mitose. Voilà, il est temps maintenant de s'intéresser aux différentes formes d'épithélium de revêtement. Alors, c'est tout simple, il suffit de regarder les différents types de tissus et vous allez voir que ce n'est pas compliqué à distinguer. Nous voyons que certains épithéliums sont très simples et formés d'une seule couche. Eh bien, comme ils sont simples, on va les appeler des épithéliums simples. D'autres épithéliums sont formés de plusieurs couches superposées les unes aux autres. Alors, dans ce cas, on parlera d'épithélium stratifié.
Une autre différence entre les épithéliums est la forme des cellules qui le composent. Vous avez ainsi, dans les poumons, des cellules toutes plates, un peu comme le jeu de cartes que vous avez reçu au Nouvel An. On va donc appeler ça un épithélium aplati. Vous avez aussi des épithéliums formés de cellules cubiques, comme dans le cas de l'épiderme. Ces cellules cubiques ressemblent un peu aux dés que vous avez reçus dans votre dernier jeu de société à la mode pour ce Noël. Et enfin, certaines cellules sont plus allongées. On dit qu'elles ont une forme de cylindre, comme les bougies que vous allumerez au réveillon pour faire une ambiance si magique. Eh bien, nous pouvons noter les différences dans notre cours. Donc, les épithéliums peuvent être simples, basiques, quoi. Vous n'avez pas les bases. Dédicace à tous ceux qui trouvent que mes fans sont nuls. Et il y a aussi des épithéliums stratifiés. Stratifiés, plusieurs couches de cellules, empilées les unes sur les autres. Ces cellules peuvent être aplaties, elles peuvent être cubiques ou encore cylindriques. Voilà, en distinguant le nombre de couches qui existent dans un épithélium et la forme des cellules, nous pouvons combiner différentes possibilités. Par exemple, je vais vous demander de dessiner ici en dessous un épithélium aplati simple et un épithélium cubique stratifié. C'est parti, tous à vos crayons. Alors, c'est parti, dessinons. Attention, effets spéciaux. Waouh! Je sais, c'était pas tant. Alors, le premier tissu à dessiner est un tissu épithélial simple aplati. Simple et aplati, ça veut dire qu'il n'y a qu'une couche de cellules aplaties. Donc, je vais dessiner des cellules plutôt plates, sans oublier d'y dessiner un petit noyau. C'est juste un point noir, quoi. Et je vais en ajouter plusieurs, car pour faire un tissu, il faut au moins 2 cellules. Voilà, donc je dessine une série de cellules aplaties. Et quand j'en ai marre, j'arrête. Ben voilà, j'en ai marre. Et voilà un très bel épithélium simple aplati. Dans la deuxième case de votre feuille, je vous demande de réaliser un épithélium cubique stratifié. Alors, comme c'est un cube, on ne va pas se casser la tête. On prend une latte. Je sais, c'est une équerre. Je ne peux rien vous cacher. Donc, je vais peut-être le réaliser là. Comme ça, pour vous, ce sera dans le bas de la page. Je crois. Je sais pas, je vois pas trop bien à l'envers. Donc, je fais 2 lignes plus ou moins parallèles. Des séparations. Des petites membranes cytoplasmiques toutes mignonnes à intervalles réguliers. Et un noyau pour chaque cellule. Voilà de jolies cellules cubiques. Mais là, j'ai dessiné un épithélium simple. Il me faut un épithélium stratifié. Je vais donc au moins rajouter une deuxième couche. Et hop, je mets un petit décalage pour montrer que la nature n'est pas toujours bien rangée, comme votre chambre d'ailleurs. Non, ça je sais pas, je dis ça, mais vous êtes sûrement très maniaque. Et on n'oublie pas de dessiner des petits noyaux dans la cellule, car sans son ADN, la cellule serait toute perdue, un peu comme les élèves sans leur prof. Non, ça je sais pas non plus. Attention, effets spéciaux, me revoilà. Il est maintenant temps de s'intéresser au deuxième type de tissu épithélial, le tissu épithélial glandulaire. Alors l'épithélium glandulaire sert à former des glandes. À quoi sert une glande dans le corps humain? À produire une substance qui nous sera très utile. Alors une fois que les cellules se sont rassemblées, qu'elles ont fabriqué ensemble des substances
très intéressantes, elles ont deux choix. Soit elles libèrent ces substances en dehors de notre corps, c'est-à-dire sur la peau, dans nos intestins, dans nos voies respiratoires et digestives, et dans ce cas-là, on parlera de glande exocrine. Une glande exocrine a toujours un petit conduit par lequel elle libère sa substance. Alors, l'exemple le plus simple de glande exocrine et peut-être celui qui est le plus intéressant pour les esthéticiennes, ce sont les glandes sébacées. Ne faites pas attention à mon schéma en italien, je n'ai pas trouvé de meilleur schéma en français. Alors, les glandes sébacées qui sont accolées aux poils de notre corps libèrent du sébum, qui est une substance grasse qui va garder notre peau souple. Évidemment, cette substance grasse, elle doit sortir pour venir protéger l'épiderme, et donc elle sort par le conduit qui permet aussi aux poils de pousser. C'est donc une glande exocrine. D'autres glandes exocrines, me direz-vous? Même si vous ne me le dites pas, je pense que vous avez envie de le savoir. Alors nous pouvons penser aux glandes lacrymales qui fabriquent les larmes, qui hydratent nos yeux pour éviter d'avoir les yeux tout secs. Nous avons aussi les glandes salivaires qui fabriquent la salive, qui nous permettent de digérer l'amidon. Voilà, il y a ainsi tout un tas de glandes exocrines qui ont toutes leurs petites utilités. La deuxième sorte de glande, c'est la glande endocrine. Alors elle va libérer ces substances à l'intérieur de notre corps. Autrement dit, le groupe de cellules va libérer un produit qui va traverser la membrane cytoplasmique et partir dans notre sang. Et en voyageant dans le sang, ces substances vont faire passer des petits messages à gauche, à droite. C'est ce qu'on appelle un message hormonal ou hormone. Voilà, donc les glandes endocrines libèrent des hormones dans notre sang. Ainsi, dans le corps humain, il existe de nombreuses glandes endocrines. Certaines sont connues de vous, comme les testicules, les ovaires ou le pancréas. Il y a aussi la glande thyroïde qui se trouve au niveau de la gorge et qui a pour effet de stimuler la libération d'énergie. Les personnes qui ont un problème au niveau de la glande thyroïde peuvent parfois se sentir très fatiguées. Voilà, et vous me direz, les testicules, en quoi est-ce une glande endocrine? Eh bien, les testicules libèrent de la testostérone, qui est une hormone qui dit au corps « faites pousser la barbe, faites grossir la voix ». Et chez les filles, les ovaires libèrent des hormones qu'on appelle de la progestérone, qui va dire à la fille « je pense qu'un bébé arrive, prépare ton utérus » et fabrique un beau nid douillet dans ton utérus. Voilà, et bien ce message passe grâce à des hormones qui voyagent dans votre sang. Voici ici un schéma du fonctionnement d'une cellule endocrine. La cellule produit une hormone, le messager chimique, qui va partir dans le sang. Grâce au sang, elle va arriver auprès d'autres cellules qui vont capter ce message et changer leur fonctionnement. Voilà. Dans le cas de la glande thyroïde, par exemple, les cellules qui vont recevoir les hormones thyroïdiennes vont se mettre à libérer de l'énergie de façon convenable et régulière. Nous en avons maintenant terminé avec les tissus épithéliaux. Il nous reste à compléter la théorie sur les tissus épithéliaux glandulaires. Alors prenez la page 11 de votre cours. Et donc l'épithélium glandulaire, certains groupes de cellules épithéliales vont se rassembler pour former une glande. Les épithéliums glandulaires élaborent des produits qui sont utilisés par l'organisme. On distingue deux types de glandes. Si une glande a un canal excréteur, elle rejette son produit de sécrétion vers l'extérieur. C'est une glande exocrine. On peut déjà noter, entre parenthèses, un exemple que l'on va dessiner après. Par exemple, glande sébacée. Les glandes sébacées qui fabriquent le sébum.
on aurait aussi pu parler des glandes sudoripares qui fabriquent la sueur. Voilà, je vous ferai le schéma sur une feuille dans un instant. Et si la glande n'a pas de canal excréteur et qu'elle rejette son produit de sécrétion, hormone, directement dans le sang, c'est une glande endocrine. Alors, dans le cas des glandes endocrines, on va prendre l'exemple de la glande thyroïde. Il faut noter tout ça. Notez tout ça. Voilà. Et donc, comme exemple, glande, exemple, par exemple. Oh là là, je commence à fatiguer, moi, il est temps que j'arrête. Par exemple, glande thyroïde. Il doit y avoir deux petits points quelque part. Où qui sont les petits points? Où qui sont la parenthèse? Oh là, toutes les fautes. Oui, oui, oui. Oh, je recommence plus, j'en peux plus. Voilà. Ben oui, j'ai le droit de me plaindre. Allez, je vous retrouve pour le dessin d'une glande exocrine et d'une glande endocrine. Voilà, moi je suis chevoulette pour dessiner ma glande exocrine. Alors, si vous voulez que je vous fasse une jolie glande, suivez mon exemple. Alors, on va faire des cellules plus ou moins rectangulaires, plus ou moins aplaties, qui vont former une espèce de petite boule. Oh, je suis trop content de moi là, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis un pro du dessin. Voilà. Et évidemment, il est important de ne pas fermer complètement la glande, puisqu'il faut prévoir une sortie par laquelle doit sortir la sécrétion. Sécrétion. Je mets un tiret parce que j'ai pas assez de place. Voilà, et la sécrétion sortira à l'extérieur de la glande. Voici ce que vous devriez obtenir. Je pense que là, vous voyez bien. Essayez de faire quelque chose d'aussi joli. Maintenant, vous avez aussi dessiné une glande endocrine. Donc, une glande dans laquelle la substance sort à travers le cytoplasme. Donc, c'est un paquet de cellules. Voilà. Je sais pas si je suis doué en glande. En glandage, oui, mais c'est un autre débat. Ouais, je dis ça, ça fait 1h30 que je suis sur votre vidéo. Je suis sûr, vous êtes déjà endormi. Non, vous n'êtes pas endormi. Vous faites des beaux dessins avec moi, c'est trop plaisant. Voilà. Oh là, ça ressemble plus à rien. Si, bon, voilà, une jolie glande. Alors, et là, je vais faire en rouge, parce que j'aime un vaisseau sanguin qui passe à côté. Donc, on va écrire capillaire sanguin. Capillaire, c'est le nom donné au plus petit vaisseau sanguin qui existe dans notre corps, qui sont aussi fins qu'un cheveu. Donc, il y a un capillaire sanguin qui passe à proximité de la glande endocrine, et la glande endocrine va libérer ses sécrétions dans le sang. On va mettre sécrétion. Voilà. Ouais, je suis pas mécontent de mon schéma. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous aurez la possibilité de faire un schéma aussi merveilleux, marvelous, aussi merveilleux, quoi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce très long cours sur le tissu épithélial de revêtement et glandulaire. J'espère que vous êtes toujours éveillés. Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit et joyeux Noël!